Bonjour à tous. Pour cet état de l'art, c'est un bien grand mot. Je pense qu'il faut le modérer un peu. Nous allons vous donner quelques aperçus, disons, de ce que l'on fait en matière de recherche sur la formation d'adultes et le numérique. Alors, c'est vrai que différents facteurs, depuis bon nombre d'années, incitent la formation à utiliser le numérique et à introduire le numérique dans ces dispositifs. Bon, c'est à la fois parce que c'est une tendance sociétale, générale, la digitalisation d'un grand nombre d'activités avec le développement des technologies. Il y a aussi une évolution réglementaire, et notamment la dernière loi du 5 septembre 2018 incite fortement à l'utilisation du numérique en demandant à responsabiliser les individus par rapport à leur formation. Et avec la mise en place, par exemple, du CPF et de l'application sur les téléphones portables qui permet à l'individu de directement choisir et financer sa formation. Il y a aussi dans les entreprises une tendance forte au développement des usages du numérique. Ce n'est pas nouveau, mais ça s'amplifie. Depuis le mois de mars dernier, la pandémie a fortement incité à développer le numérique, encore plus que ce que ça n'était à ce moment-là. Et malheureusement, ça s'est d'ailleurs pas très bien passé, comme le montre une étude qui a été faite en juin dernier par la DARES et le réseau des CARIFOREF, qui montre qu'un très grand nombre d'organismes n'étaient pas prêts à passer au numérique. Du coup, ça a occasionné le lancement d'un plan de relance des dispositifs de formation. On l'a évoqué, il y a un certain nombre d'appels à projets qui viennent d'être lancés depuis cet été. Il y a 300 millions d'euros qui sont prévus pour aider le monde de la formation à progresser en matière de numérique. Et il y a très peu de choses sur la recherche. Aujourd'hui, je crois, France Compétences a lancé 2 ou 3 appels à projets d'une manière très confidentielle, sur invitation à quelques équipes de recherche, l'ensemble représentant un montant de 300 000 euros. Autrement dit, 1/1000 du plan de relance. Voilà, ça vous donne une idée de la façon dont la recherche est considérée. Alors bon, cela dit, ça fait quand même de très nombreuses années qu'il y a des travaux sur la formation d'adultes et le numérique. Bon, j'ai eu l'honneur de faire un état de l'art en 2012, donc c'est pas tout récent, à la demande de la revue Savoir, et je me suis aperçu, avec beaucoup d'étonnement, qu'il y avait très peu de travaux de recherche réels fondés sur des données empiriques, et que ça représentait peut-être 5% des publications scientifiques en matière de sciences de l'éducation et de la formation. Et sur ces 5%, on en avait à peu près 80% qui étaient plutôt des descriptions et des monographies présentant des dispositifs. Mais des recherches réelles sur les effets du numérique, sur l'apprentissage, sur les organisations, il y en a très peu. Alors, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, c'est que finalement, on ne sait pas énormément de choses, mais nous avons la chance d'avoir avec nous, justement, des chercheurs qui travaillent à partir du terrain, en Caboboc par exemple, ou d'autres qui travaillent plus sur la conceptualisation ou sur l'observation des pratiques. Donc, nous allons avoir aujourd'hui 3 communications. La première, donc, Anka Bobok, qui est sociologue du travail et des organisations au CNC, qui est le département des sciences sociales d'Orange Lab. Et Anka est spécialisée dans les usages du numérique en entreprise. Elle s'intéresse aux évolutions du travail avec le numérique et aux transformations managériales qui les accompagnent. Donc elle va nous parler en fait des effets du numérique sur la formation en entreprise. Annie Gézégou est professeure en sciences de l'éducation et de la formation à l'Université de Lille, membre de l'équipe Trigone du laboratoire CIREL. Elle est aussi directrice de publication de la revue Formation, qui est une des revues
bien classée, disons, en matière de sciences de l'éducation. Et elle travaille depuis plus de 20 ans sur l'e-formation et notamment sur la présence à distance, ce dont elle va d'ailleurs nous parler aujourd'hui. Elle pilote aussi un certain nombre de formations à distance, notamment un master recherche à l'Université de Lille. Donc elle est aussi, je dirais, un peu les mains dans le cambouis, et pour pouvoir faire des observations empiriques. Olivier Lasvernias, docteur en sciences de l'univers, c'est plutôt rare dans notre domaine. Il a fait sa thèse au laboratoire de statistique multidimensionnelle de l'Université Pierre et Marie Curie. Et il a une HDR en sciences de l'éducation. Aujourd'hui, il est professeur à l'Université Paris-Nanterre. Et ses travaux, il dirige le master en ingénierie pédagogique et formation des adultes, IPFA. Et puis, il travaille essentiellement sur deux domaines. Bon, la catégorisation scolaire en scientifique ou non scientifique et les effets que cela produit et les résistances aussi que cela peut provoquer ou les résiliences. Ça, c'était le sujet de son habilitation. Et puis aujourd'hui, il utilise ses compétences en statistique pour justement établir un état de l'art, en quelque sorte, des publications en regardant les articles qui sont publiés, en les soumettant à des analyses lexicales, lexicographiques et statistiques, ce qui nous donne, je dirais, les tendances de la recherche aujourd'hui. Alors voilà, je vais les laisser intervenir dans cet ordre. On va commencer avec Anka et je vais leur poser des questions. Chacun, je pense, a environ 15 minutes. Ensuite, nous ouvrirons la discussion à l'ensemble de l'amphi. Donc vous pourrez poser vos questions et il faudra en profiter parce que ce n'est pas tous les jours que vous aurez des chercheurs de terrain qui font autre chose que d'écrire leur pratique personnelle. Voilà, alors Anka, bon, tu as beaucoup travaillé sur les entreprises. Bon, là, on s'intéresse plutôt à l'aspect formation. Mais qu'est-ce que tu peux nous dire alors des effets du numérique sur la formation en entreprise? Qu'est-ce que tu vois sur le terrain? Bonjour à tous. Non, je pas. Voilà. Bonjour à tous, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et merci à la FOD pour l'invitation. Donc oui, effectivement, je suis sociologue dans un département des sciences sociales. On a la chance de l'avoir au sein d'une grande entreprise et donc en tant que sociologue, oui, je me suis intéressée aussi aux évolutions de la formation professionnelle avec le numérique. Qu'est-ce que le numérique fait à la formation professionnelle? C'est ça la question. Eh bien, ce qu'on a vu, on s'est intéressé par exemple, je vais prendre le cas d'un cook. Donc, si vous voyez, c'est les cours online organisés pour les salariés de l'entreprise. Qu'est-ce qu'on a vu en allant sur le terrain, en faisant nos études d'usage? Tout d'abord, des discontinuités spatio-temporelles. Et je pense que vous en êtes tous conscients. Par rapport à des apprenants qui sont dans une salle et du coup, qui peuvent se côtoyer, se jauger, apprendre à se faire confiance, à apprendre à poser des questions parfois difficiles à poser. Bon, voilà, on avait des apprenants qui étaient devant un ordinateur, d'une part. De l'autre côté, on avait des formateurs qui, pareil, ils sont dans une salle, ils ont une vision d'ensemble de leurs apprenants dans la salle, ils voient ceux qui décrochent, qui s'ennuient, qui commencent à s'endormir, ils peuvent réagir. Là, ils étaient face à des apprenants derrière un écran qui voyaient pas et de surcroît pas forcément avec les mêmes rythmes d'avancement dans le déroulement de la formation. Donc, des discontinuités spatio-temporelles dans la formation avec le numérique qui induisent derrière des discontinuités en termes d'interconnaissance. Voilà, la connaissance que j'ai des autres, mes collègues, les autres apprenants, les formateurs. Or, on sait que dans l'apprentissage, la construction sociale des savoirs est très importante. On apprend toujours seul, mais jamais sans les autres. On a besoin
d'échanger avec les autres pour prendre du recul par rapport à ce que l'on fait pour chercher de l'entraide. Si on couple ça avec la fragmentation des contenus mis en ligne avec le numérique, on parle d'une granularisation croissante des contenus mis en ligne, eh bien le risque derrière, c'est aussi de s'orienter vers ce que nous avons appelé avec mon collègue Jean-Luc Metzger, avec lequel j'ai beaucoup travaillé sur le sujet, de s'orienter vers un rapport instrumental à la formation. Qu'est-ce que ça veut dire? Que on s'oriente vers l'acquisition des connaissances à court terme, vers des connaissances qui vont servir à l'exécution d'une tâche immédiate. Ah oui, tiens, avec ce cook, j'ai appris à faire des quiz. Ah tiens, j'ai appris à faire des flashs pour mettre je ne sais plus quelle information en ligne. Donc voilà, des compétences strictement orientées vers la tâche et le court terme, et on oublie la dimension réflexive de l'apprentissage. Ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi ces liens entre nous, apprenants, avec des formateurs, avec des collègues de travail ensuite, qui nous permettent de faire des liens entre différents systèmes explicatifs, entre des domaines, donc d'où l'importance de ces liens aussi bien pendant la formation qu'ensuite, bien sûr, lors du transfert de ces connaissances en situation de travail. Voilà, donc je dirais les effets, attention à cet affaiblissement des liens sociaux pendant la formation, voire pendant le transfert en situation de travail, et je reviendrai sur ça, parce qu'elle conditionne la réussite de l'apprentissage aussi avec le numérique. Oui, alors comment est-ce qu'on peut prévenir ces phénomènes? Prévenir, disons, pareil. Donc, en faisant ces études dont je vous parle, on s'est appuyé beaucoup sur l'approche par les capacités. L'approche par la capacité, à la base, c'est Amartya Sen, prix Nobel d'économie en 98, approche qui depuis a été travaillée il a travaillé sur la pauvreté en Inde. Depuis, ça a été travaillé sur les environnements capacitants en entreprise. Nous, on l'a travaillé sur la formation. Qu'est-ce qu'elle dit? Pourquoi on l'a trouvée intéressante pour nous, cette approche? Parce qu'elle fait clairement la distinction entre capacité et capacité, entre savoir faire quelque chose et être en mesure de faire quelque chose. Donc la capacité, justement, elle articule liberté et capacité d'agir. Et c'est sur cette capacité d'agir, on s'est dit, il y a effectivement des pistes pour, disons, améliorer la réussite avec le numérique en entreprise. Plus clairement, il y a, pour apprendre avec le numérique, bien sûr, ça va dépendre des facteurs individuels. Ça dépend de nos trajectoires individuelles, aussi bien dans la sphère privée que professionnelle. Ça dépend des expériences que l'on a eues avec le numérique, voilà, dans les deux sphères, du diplôme que l'on a, du poste que l'on occupe actuellement. Pourquoi le poste? Parce que derrière, il y a aussi une autonomie que l'on a ou on n'a pas dans le travail. Typiquement, si je reviens à mon cas du cook, les concepteurs de la formation, on disait bien, prévoyez aux apprenants, prévoyez bien des plages dans votre agenda Outlook. Sauf que derrière, ce qui s'est passé, il y avait ceux qui avaient de l'autonomie dans leur travail qui pouvaient garder ces plages, et les autres qui faisaient sauter ces plages en premier. Donc, des facteurs individuels qui sont liés à nos expériences dans les deux sphères, qui sont liés au poste, qui sont liés aux motivations, et pareil, des motivations qui peuvent venir aussi bien de la sphère privée que professionnelle. Voilà, je vous en passe, je ne vais pas faire la liste, mais ça dépend des individus. Ensuite, ça va dépendre aussi de ce que collectivement on peut faire. Je reviens à mon histoire de construction sociale des savoirs. Il y a peut-être de l'entraide, il y a peut-être des collègues avec lesquels j'ai l'habitude de travailler, qui soient proches physiquement ou pas, mais voilà, on a une activité commune. Je sais que voilà, si je n'arrive plus à suivre, je n'arrive plus à comprendre, il suffit que j'en parle à un tel, peut-être qu'il arrive à m'aider. Donc l'entraide, aussi tous les réseaux que l'on peut avoir en entreprise, des réseaux transverses, des réseaux métiers qui font que je vais pouvoir parler de ce que j'ai appris en formation à d'autres pairs, donc qui ont à peu près les mêmes enjeux, intérêts que moi, voir ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas pu faire, donc à nouveau pouvoir discuter de ce qu'on a appris en formation, et bien sûr au sein des équipes où les managers aussi jouent un rôle important, parce qu'ils
ils peuvent aussi ouvrir la discussion autour de ce que les membres de l'équipe apprennent en formation. Et bien, disent, non, vous avez vu ça, est-ce qu'on peut en faire quelque chose à partir de ça? Qu'est-ce que ça demande comme changement? Comment on va porter ce changement? Donc, il y a des facteurs collectifs, il y a des choses que l'on peut faire collectivement pour l'appropriation des savoirs en contexte professionnel. Et derrière, bien sûr, pour tout ça, on a besoin d'un cadre. Donc, il y a aussi des facteurs environnementaux, des facteurs organisationnels qui font que le cadre pour la mise en place des facteurs sociaux y est, enfin, que le cadre soit créé. Quand je dis le cadre, je pense à quoi? Je pense bien sûr à des politiques de formation qui vont faire attention à ceux qui sont moins à l'aise. On va revenir sur ces sujets-là avec le numérique, qui vont justement mettre en place des mesures pour sensibiliser les managers à ces formations avec le numérique. Justement, une formation en ligne, c'est pas juste une comète qui passe, c'est justement aussi ces gens-là, ils sont allés, ils ont suivi quelque chose, il y a peut-être quelque chose à retirer pour l'équipe et à transférer ensuite en situation de travail. Sauf que, bien sûr, ça demande des discussions collectives, comme je disais tout à l'heure, des discussions collectives qu'il va falloir animer. Il y a peut-être du temps justement à octroyer, à allouer à ceux qui n'ont pas la capacité de maintenir leur plage pour la formation, pour ces plages qui deviennent si fragmentées. Je ne pars plus de jours en formation, je vais faire 2 heures par-ci, 2 heures par-là. Donc voilà, un manager qui va allouer du temps, notamment pour ceux qui ont des contraintes opérationnelles fortes, qui va reconnaître aussi l'utilité de ces formations pour le travail, parce que ce qu'on a vu dans le cas du cours que nous avons suivi, c'était un cours pour les formateurs, mais qui drainait finalement d'autres populations de l'entreprise, des communicants, des animateurs qui voyaient un intérêt à suivre ce cours. Sauf qu'il se faisait un peu rattraper par les pairs. Ah ben dis donc, tu as du temps toi pour faire ça, alors que c'est quelque chose qui leur était utile pour les animations qu'ils avaient à mettre en place. Donc voilà, des managers qui vont reconnaître l'utilité de ces enseignements. Tout ça pour dire que les pistes sont justement aussi du côté des conditions socio-organisationnelles, donc du cadre que l'on peut mettre en place au niveau collectif et organisationnel autour de l'apprentissage avec le numérique en entreprise. Et est-ce qu'il n'y a pas des représentations telles que, par exemple, les gens les plus âgés vont avoir du mal à s'adapter, etc., qui risquent de freiner ces possibilités? Oui, ce sont des stéréotypes qui sont très très présents, et bien sûr ces représentations que l'on a des jeunes ou des seniors avec le numérique, ce sont des représentations qui ont un poids. Justement, je vous parlais des facteurs collectifs, des facteurs sociaux. Eh bien, elles peuvent jouer sur l'apprentissage. Donc attention à ces représentations-là. On a toujours l'image des jeunes qui sont à l'aise avec le numérique, qui sont créatifs, innovants, et des seniors qui, certes, ils ont une expertise en métier, mais qui ne sont pas à l'aise avec le numérique. Quand on fait les études d'usage, qu'est-ce qu'on voit? Certes, bien sûr, les entretiens sont émaillés en permanence de oui, je suis jeune, mais pas un vrai jeune. En gros, je suis pas vraiment au niveau, je suis pas aussi geek qu'on le dit. Ensuite, on a bien sûr les seniors qui nous expliquent qu'ils ne sont pas nés avec le numérique, et de manière plus générale, on a devant nous des utilisateurs qui nous expliquent que ils ne sont pas assez geeks, que voilà, face à ce renouvellement incessant des technologies, finalement, chacun d'entre nous a l'impression d'être un peu à la traîne, même si on fait énormément de choses dans le cadre de notre travail. Donc, ce sentiment d'avoir toujours une longueur de retard par rapport au numérique, au développement des outils technologiques. Donc ça, c'est ce qu'on a dans les études. Ce qui se passe derrière, c'est qu'on ne voit pas vraiment des écarts entre les jeunes et les seniors. Mais juste pour vous donner, pour vous dire pourquoi ces représentations ont du poids, eh bien parce qu'elles ont un effet, elles peuvent avoir un effet performatif. C'est parce que aussi on dit des jeunes qui sont à l'aise avec le numérique qu'ils le deviennent. Et c'est typiquement le cas d'une étude qu'on avait lancée sur les fameux génies grecs. À l'époque, quand le buzz démarrait, on nous expliquait que les jeunes arrivaient dans les entreprises et qu'ils allaient bouleverser le monde de l'entreprise. Donc du coup, ok, on va voir. Qu'est-ce qu'on voit en s'intéressant à des jeunes qui entrent dans l'entreprise?
On les voyait, disons, pas si à l'aise avec le numérique, comme je vous disais tout à l'heure, mais maintenant, quand on les écoute, ils ne se disent pas forcément, ils ne sont pas des vrais jeunes. Donc, ils prenaient le temps d'aller regarder. Ils entraient dans l'entreprise. Ah, toi, tu sais faire des étiquettes Word. Aucune idée, strictement aucune idée. Mais je vais prendre le temps, je vais regarder comment on fait, et ils reviennent avec ces expertises numériques qui vont troquer, entre guillemets, contre des expertises métiers. Ça leur permet de rentrer dans la vie d'une équipe, dans la vie de métier, de socialiser. Donc voilà, un effet performatif, comment voilà, des jeunes qui ne le sont pas forcément deviennent disons, plus à l'aise avec le numérique. Et de l'autre côté, des seniors qui... voilà, ils sont pas nés avec la technologie, mais justement parce que je suis pas née avec la technologie, je vais mettre en place tout un tas de stratégies qui me permettent finalement d'apprendre aussi avec le numérique. Ils se créaient leur petit binôme avec des jeunes ou moins jeunes, ils imprimaient, ils soulignaient, ils archivaient et finalement ils arrivaient au même niveau que les autres en termes d'apprentissage. Donc au global, et là on le sait pour l'ensemble des outils numériques, ce qui compte au travail, c'est la valeur ajoutée de ces outils. Si je vois la valeur ajoutée de ces outils, qui d'ailleurs souvent elle est collective, donc elle suppose des constructions collectives, eh bien derrière les personnes finissent par utiliser. Donc jeunes, moins jeunes, on voit pas vraiment les écarts. Un poids important, mais par contre, attention à ces représentations-là, parce qu'elles peuvent être fortes et elles peuvent jouer elles peuvent freiner, si elles sont intériorisées, elles peuvent freiner, mais derrière, l'importance de ce que je disais tout à l'heure, des conditions socio-organisationnelles, du fait que l'on discute de ce que l'on apprend en ligne, du fait qu'il peut y avoir de l'entraide, du fait qu'il y a des réseaux métiers dans lesquels on discute de ce qu'on voit avec, de ce qu'on a vu en formation et de comment on peut appliquer ça derrière en situation de travail, de ce que ça implique comme changement. Donc, importance, j'insiste sur tout ce qu'on peut mettre en place au niveau collectif et organisationnel pour réussir l'apprentissage avec le numérique en entreprise. Merci Anka. Bon, vous pourrez lui poser des questions tout à l'heure. Je signale simplement que ce que Anka vous a présenté, vous allez le trouver avec d'autres développements sur différents aspects du travail dans un ouvrage publié récemment par Anka Bobok et Marie Benedetto Meyer qui s'appelle Sociologie du numérique au travail. C'est vraiment une somme des travaux sur les effets du numérique dans les organisations de travail. Je vous le recommande. Annie, ça va être à toi. Alors on a parlé là tout à l'heure, Anka a évoqué fortement les aspects socialisation et la nécessité de cette socialisation dans l'apprentissage. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire toi là-dessus et surtout sur le concept sur lequel tu as pas mal travaillé qui est la présence à distance? Oui, tout d'abord, bonjour à toutes et à toutes. Je suis très contente d'être là. Je remercie vraiment le FOD pour cette invitation. Pourquoi? Tout simplement parce que j'ai côtoyé le FOD. Monsieur Barry me disait à sa naissance, donc c'était il y a près de 30 ans. J'étais moi-même étudiante en sciences de l'éducation et de la formation, en formation des adultes, et c'est vrai que j'avais toujours beaucoup de plaisir à participer à ces réunions parce que voilà, c'était ancré dans la pratique. Il y avait aussi des chercheurs et voilà. Donc c'est pas du tout un coup de pub pour le FOD, mais non, c'est très sincère. C'est vrai, voilà. Donc je suis contente d'être parmi vous aujourd'hui. Alors effectivement, alors j'ai travaillé sur plusieurs objets sur l'individualité. Sur la personnalisation de la formation, sur l'hybridation de la formation. Et puis depuis 10 ans, là, j'ai un petit coup de cœur, même plus qu'un coup de cœur, parce que ça occupe pas mal de mon temps, sur le concept de présence à distance. Alors avant la crise pandémique, quand je faisais des conférences ou devant mes étudiants, ou même lors d'études empiriques, lorsque j'interviewais, ou mes doctorants en interviewaient, c'est quoi cette présence à distance? Les gens me regardaient, enfin les gens, l'auditoire, peu importe, les personnes à qui je m'adressais me regardaient avec des grands yeux. Mais de quoi parlait-elle? Puisque le présentiel, c'est la présence. Il y a la distance et il y a la présence. Donc c'est dans une vision complètement dichotomique des choses, c'est-à-dire qu'il y a le présentiel, présence, et le distance,
distanciel. Et en 2 ans, alors moi c'était du pain béni parce que au quotidien je me suis régalée. J'ai fait pendant le confinement, j'ai fait que du recueil de données. Hein, je vous dirai pourquoi. Parce qu'en fait, si vous remarquez bien, on dit plus présence, on dit présentiel. Alors on réhabilite les choses et on dit plus distance, on dit distanciel. Donc il y a un effet de réhabilitation qui permet aussi. Les mots sont importants parce qu'ils ont aussi un sens et au-delà de ça, pour les chercheurs, ce sont aussi des concepts. Alors, Monsieur Ruiz l'a dit tout à l'heure, ma collègue Anka l'a dit aussi, hein, on était dans cette période de confinement, je reprends les termes d'Anka, dans un affaiblissement des liens sociaux, dans une discontinuité spatio-temporelle. Et moi, je rajouterais, par rapport à ce que tu m'interpelles, dans un relatif isolement social, familial, et nous avons les uns les autres expérimenté, développé notre usage des technologies numériques de la communication pour justement combler cette absence et créer de la présence, puisque nous sommes avant tout des êtres sociaux et nous avons bien sûr besoin des autres pour vivre et pour exister. Donc toutes les générations, hein, moi par exemple dans ma famille, les plus anciens se sont mis à l'usage d'Internet, de Zoom, de Skype, non pas sans difficulté quand même, hein, mais il a fallu beaucoup d'assistance. Voilà. Donc voilà, nous avons dans notre vie quotidienne, mais aussi au travail, dans les contextes de télétravail et bien sûr de e-formation, expérimenter la présence à distance. Alors, cette présence à distance, on peut la définir de manière très simple, c'est-à-dire uniquement sur des aspects spatio-temporels. Donc, il marche pas ? Si, si. Alors, sur des... Ah, pardon. C'est bon. Alors, souvent on dit, on est présent parce qu'on est ensemble. On est ensemble, ici et maintenant. C'est ce qu'on appelle la coprésence. Alors ça, c'est une expérimentation de la présence à distance qui est définie principalement par des aspects spatio-temporels, c'est-à-dire ensemble, en groupe, à deux, ici et maintenant, donc dans une synchronisation des temps. Et ici, c'est quoi le ici ? C'est pas la salle, hein, bien évidemment. C'est la visioconférence, c'est l'audioconférence, c'est la messagerie instantanée, les chats et ainsi de suite. Alors, l'autre manière de définir la présence à distance, lorsqu'on se réfère principalement à des dimensions spatio-temporelles, c'est être ensemble, bien évidemment, à deux, à plusieurs, ici, mais pas maintenant. Et là, on se trouve dans une situation de communication asynchrone. Le ici, c'est la messagerie, on va dire le email, on va dire en anglais email, le forum et ainsi de suite. Ça, ce sont les deux manières les plus simples de définir la présence. La première, communément, on l'appelle la coprésence, et la deuxième, on l'appelle la présence en différé. Voilà, donc nous avons tous expérimenté ces formes de présence. Alors, c'est quoi l'objectif de mon intervention par rapport à la commande que j'ai, parce que je m'en avais une commande, chacun, on peut bien préparer, Merci Bernard d'avoir préparé cette table ronde. C'est de vous donner quelques repères majeurs, vraiment incontournables, très importants, pour appréhender ce que c'est que cette présence à distance. Parce qu'au-delà de ça, la présence à distance est bien plus complexe. Hein. Sinon, elle n'intéresserait pas les chercheurs. Hein, on va dire ça, parce qu'on aime bien les choses complexes. Et donc, tu peux nous donner les caractéristiques de la présence à distance ? Alors, issu de la recherche internationale, notamment anglophone. Alors, comment définit-on la présence, la recherche internationale ? Je vous ai mis quelques auteurs là, majoritairement anglophones, puisque au tournant des années 2000, les recherches sur la présence à distance ont été surtout développées en Amérique du Nord par Garrison et Whiteside. Voilà. Donc, la présence à distance résulte d'une dynamique relationnelle. Donc, on est dans le registre spatio-temporel, mais on est surtout dans le registre de la relation. Et cette relation, elle est médiatisée. Ça veut dire qu'elle est instrumentée par des artefacts socio-numériques de communication ou par toute l'attirail d'outils de communication. Alors, cette présence, elle peut être interpersonnelle ou elle peut être aussi groupale. Alors, pour répondre à ta question sur les caractéristiques. Alors, depuis
début des années 2000, la recherche n'a eu de cesse d'identifier, de caractériser, voire de conceptualiser les caractéristiques de la présence à distance. Et les 3 grands modèles théoriques émergents et reconnus comme tels par la communauté scientifique du domaine sont d'accord sur 4 points vraiment consensuels. Le premier, je vous l'ai énuméré, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, la présence résulte d'une dynamique relationnelle. Hein, voilà. Cette dynamique relationnelle, elle est animée par certaines formes d'interaction sociale, et c'est là que les 3 modèles divergent les uns des autres, puisque nous ne caractérisons pas ces interactions de la même manière. Nous sommes d'accord néanmoins sur le fait que la présence à distance, elle est à la fois ressentie, hein, c'est une perception, on sent la présence de l'autre, mais elle est aussi vécue au travers des dialogues et des relations qu'on a avec les autres. Et puis, en e-formation, elle a une spécificité que moi j'aime bien résumer par cette expression-là. Il s'agit... Ah oui, il faudrait peut-être que je mette... Hop, pardon, ouais, je suis pas très... Voilà, excusez-moi. En e-formation, elle est associée au fait d'être et de faire ensemble pour apprendre grâce et par les autres. Hein, donc on est ensemble, on fait ensemble, et l'objectif c'est d'apprendre grâce et par les autres. Donc ce sont les points consensuels des modèles théoriques, mais aussi des études empiriques qui ont permis de consolider ces caractéristiques. Alors d'autres caractéristiques, comme je vous disais, moi ça fait bientôt plus d'une dizaine d'années que je travaille sur ce concept et que j'ai construit un modèle notamment qui s'appelle le modèle de la présence sociale en e-formation. Et mener aussi des programmes de recherche empirique pour consolider ce modèle. Moi, je lui attribue d'autres caractéristiques que je vais vous développer là. Alors, la première, c'est que la présence permet de réduire la distance et de créer une proximité. Hein ? Et cette proximité, elle est à la fois perçue, on perçoit la proximité de l'autre, même si on ne le voit pas. Hein, on le voit via une visio, par exemple, et ça permet de réduire la distance qui sépare. Le deuxième, et ça j'insiste beaucoup, pour moi c'est une évidence, bien évidemment, mais je veux vraiment insister, cette présence, elle est réelle. Pourquoi elle est pas virtuelle? On utilise le terme virtuel à tout va, mais non, elle est réelle. Pourquoi elle est réelle? Parce qu'elle est faite... Elle est générée par des personnes qui sont des personnes réelles. Elle est générée par des artefacts, enfin des outils de communication qui, eux aussi, sont réels. Donc la présence, elle est réelle, mais elle est à la fois ressentie et puis vécue. Et là, moi, j'ajoute qu'elle peut se créer qu'à deux conditions fondamentales. La première, il faut que les artefacts de communication soient suffisamment affordants. Hein. Alors, je fais un petit clin d'œil sur le titre de la table ronde, hein, les effets du numérique sur la formation. Non, c'est l'effet de l'usage que nous faisons du numérique sur la formation. Les artefacts, ils n'ont rien demandé, c'est l'usage que nous en faisons qui est important. Hein. Donc, l'affordance, c'est quoi? Alors, bon, je vais aller un petit peu au pas de course, hein, mais il y aura peut-être plein de questions là-dessus. Qu'est-ce qu'un outil affordant? C'est un outil, alors là, vraiment, je vais à la serpe. Hein. Premièrement, il est facile à utiliser. On le perçoit comme tel. Il nous semble utile. Hein, et si en plus il est intéressant, c'est encore mieux. Et puis, l'utilisateur perçoit toutes les possibilités, tout le potentiel communicationnel, notamment. Voilà. Alors, quand vous avez un artefact qui est à la fois... vous le sentez à la fois utile, ou percevez utile, facile à utiliser, et que vous avez à peu près fait le tour de toutes ces fonctionnalités, eh bien l'outil que l'on vous propose, il est affordant. Et ça, c'est très important que les personnes qui utilisent ces outils-là perçoivent cela. Hein. Et donc là, à partir de là, on peut poser la forte hypothèse que les outils vont être activés. Autrement, ils sont inertes, les outils. Et quand l'affordance est là, les outils sont activés. La deuxième condition, c'est qu'il y ait une agentivité individuelle et collective des interlocuteurs. C'est quoi l'agentivité? Alors là, pareil, très très vite, c'est envie d'interagir avec les autres,
envie d'être en relation avec les autres et développer des stratégies ensemble, à deux ou à plusieurs, pour mener une action et exercer un contrôle sur cette action. C'est ce que nous appelons, c'est ce qui s'appelle en général, d'un point de vue conceptuel, l'agentivité. À toi. Alors, avec tout ça, qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Est-ce qu'il y a des défis à relever particuliers pour mettre en œuvre plus de présence à distance? Alors, comment tu vois la chose? Voilà, comment je vois les choses. C'est pas que moi, là c'est vraiment, on est dans la résultante. Je vous fais un résumé plus que d'un état de l'art dans lequel je mets mes propres recherches et puis celles de mes doctorants. Donc on est dans une synthèse, ou pas de course, de la présence à distance. Alors, pour moi, un des défis, c'est ce qui est écrit en italique là, c'est être et faire ensemble pour apprendre avec et par les autres. Alors, vous connaissez tous, surtout dans le champ de la formation des adultes, la grande maxime qui dit « on n'apprend jamais seul », mais je ne sais plus, à force de le répéter. Tu l'as dit tout à l'heure. Toujours les autres. Bon, moi, je dis il faut aussi savoir être ensemble, savoir faire ensemble pour apprendre avec et par les autres. Donc ça, c'est vraiment un défi. Bon, ça, je voulais vous parler du modèle que j'avais élaboré, je ne vais pas avoir le temps. Donc, si vous avez des questions, on pourra aller. On n'a pas le temps, je pense. Dis-moi. Oh, t'as encore 3 minutes. 3 minutes? Non, parce que ça, c'est... Bon. Alors, de toute façon, Annie va sortir prochainement un ouvrage qui s'appelle « La présence à distance en e-formation ». Voilà. Donc là, vous trouverez d'une manière très détaillée tout son travail depuis ces quelques années. Voilà. Il sort aux presses universitaires du Septentrion, donc les presses de l'université de Lille, et il sort au mois de janvier. Janvier 2022. Voilà. Cela dit, vous pourrez lui poser des questions après l'intervention d'Olivier. Dans le titre, c'est marqué le double défi. Bon, j'avais écrit ça un peu vite, mais en fait, il y en a plein de défis. Déjà, je vous en ai situé quand même 3. Le être, le faire ensemble pour apprendre par et grâce aux autres. Le deuxième, des outils suffisamment affordants. Et puis le troisième, c'est faire preuve d'agentivité. On a déjà 3 défis. Bon, moi, je vais vous en proposer d'autres ici. Eh bien, le prochain défi, ou le premier défi, alors bien ça c'est normal, je regarde ça de ma fenêtre, ou de notre fenêtre, c'est scientifique. C'est développer encore davantage les recherches empiriques qui mobilisent les 3 modèles, en l'occurrence le mien, mais pas, voilà. Pourquoi? Parce que il est assez étonnant de constater que ce concept-là, il est hyper d'actualité. Franchement, il est hyper d'actualité. Bon, je vous dis, je suis hyper convaincue aussi, mais il est vraiment d'actualité. Parce qu'on le vit chacun d'entre nous dans notre quotidien. Et eh bien, les recherches dans le domaine sont encore, qu'elles soient à dominante empirique, c'est-à-dire avec des études de terrain ou théoriques, elles sont encore très confidentielles. Et lorsqu'elles ne sont pas confidentielles, elles sont, je dirais, à dominante anglophone. Et moi, ce que j'aime bien dans la recherche, c'est cette maxime que je trouve extrêmement opérationnelle de Lewin, qui dit qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Et je trouve que de dire qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie, qu'une bonne théorie, ça réconcilie la théorie et la pratique. Alors que bon, dans nos cultures latines, nous avons toujours tendance à avoir des raisonnements complètement disjonctifs où on oppose les choses. Ben non, la théorie, c'est pas le contraire de la pratique et qu'il n'y a rien de plus pratique qu'une bonne théorie. Je continue. Après, alors ça c'est plus praxéologique, c'est lié à la pratique. On a constaté depuis quand même beaucoup d'années qu'il y a eu vraiment beaucoup d'efforts sur les ingénieries technico-pédagogiques. Bon, je ne vais pas vous les énumérer tous, mais on a mis de côté cette question fondamentale du faire, du être ensemble pour apprendre, avec et par les autres. La dimension collective n'est pas forcément prioritaire en e-formation. Et les autres défis, alors là on est sur des défis un petit peu plus macro, que je trouve... c'est peut-être là qu'est le nœud de la question, c'est le développer un apprentissage solidaire et durable.
dans un système qui est quand même fortement individualiste et compétitif. Voilà. Donc développer l'apprentissage solidaire pour qu'il devienne durable. Et le dernier défi, c'est développer un rapport apaisé au temps. La présence, pour qu'elle se crée, il lui faut du temps. Il faut accepter du temps. Et c'est très compliqué dans la société actuelle, puisque nous sommes dans une société de l'accélération et du changement incessant. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Merci Annie. Tu peux juste une question? Réaction? Non, parce que ouais, j'ai terminé un peu vite tout à l'heure. C'est juste pour dire que vraiment, comme Annie, je crois beaucoup sur l'importance de la présence dans la formation. Je vous parlais tout à l'heure des facteurs organisationnels. Et bien, il passe aussi par ces manières d'organiser les équilibres entre présence et distance dans la formation, sur le fait d'organiser des parcours qui combinent des formations en présence à distance, des formations qui se parlent, et ensuite, bien sûr, ce que je disais sur l'importance des régulations managériales, sur l'importance de sensibiliser les managers pour organiser ces discussions collectives, deuxième dimension super importante, mais vraiment accent sur le présentiel, parce que il n'y a que le présentiel par son caractère non médié, non réfléchi finalement, qui nous aide beaucoup à enrichir ces liens dont on a besoin aussi pendant l'apprentissage, la formation. Merci. Merci Anka. On va passer donc à la troisième intervention. Là, vous avez eu deux éclairages différents de travaux de recherche. Bon, Olivier, lui, va plutôt nous parler de ce que font les autres. Qu'est-ce que les chercheurs, sur quoi travaillent les chercheurs et comment ça s'étudie, disons, à travers leurs écrits? Alors, c'est quoi les corpus que tu as étudiés à ce jour? Alors, je ne sais pas si vous m'entendez bien, oui. Donc effectivement, je me suis retrouvé à travailler sur la question de l'état de l'art en recherche, en formation des adultes, liée au numérique, pour des raisons de mes propres travaux d'ailleurs à l'origine, et j'ai travaillé à la suite d'ailleurs d'un colloque qu'avait monté Annie sur la e-formation des adultes et des jeunes adultes. Je me suis trouvé à travailler sur le sujet du e-learning informel. Pour aller vite, finalement, quand on regarde ce qu'il y a sur le e-learning, vous tapez e-learning sur Google, vous ne voyez que du e-teaching. Vous voyez, des trucs d'enseignement à distance, quoi, en gros. Le e-learning, il est très peu visible. On peut dire que quand on fait du e-teaching, il y a sans doute des gens qui e-learn, mais dans la réalité, c'est pas ça qu'on voit. Et encore plus, le e-learning informel, c'est-à-dire les transformations des pratiques des personnes qui surfent sur Internet, qui cherchent à réparer leur mitigeur de salle de bain ou qui cherchent à transformer leur voiture, finalement, cette question du e-learning informel, elle me semblait très très intéressante et finalement, je ne trouvais pas grand-chose sur cette question-là. Et donc, j'ai commencé à travailler sur cette première question, c'est-à-dire finalement, qui est-ce qui a dit quelque chose là-dessus, quoi. Et donc ça a été ma première étude, puis ensuite je vous présenterai deux autres études. L'idée, c'est quand même que même si on est en sciences humaines et sociales, nous sommes des scientifiques, et que donc, par principe, nous devrions être tous montés sur les épaules d'autres géants qui nous ont précédés. Et donc, effectivement, si on fait de la recherche, d'ailleurs vous l'avez bien vu, évidemment, on cite d'autres auteurs, voilà. Donc la question, c'est finalement regarder ce sur quoi on peut avoir une activité cumulative en apportant des choses, ou des ruptures d'ailleurs, et donc il faut faire ce travail-là. Alors, l'outillage utilisé, avant de parler des corpus, je vais parler des outils. L'outillage utilisé, c'est très simple, hein, la question c'est récupérer des ressources, donc vous verrez que j'ai deux études que j'ai faites qui correspondent au corpus qui est paru dans la revue Éducation permanente, par exemple. Donc on prend des textes et puis ensuite on utilise, il y a deux méthodes, moi j'ai fait les deux méthodes, hein. Effectivement on fait de la lecture flottante, on fait de l'analyse de contenu avec son propre cerveau, ou alors on utilise des outils d'analyse lexicale qui font ressortir des groupes de mots. Alors
moi j'utilise sur des très grands corpus, quand on arrive à plusieurs centaines de résumés ou plusieurs dizaines de milliers de résumés, il faut travailler en automatique quand même. Donc l'outil le plus simple, c'est l'algorithme de Reinert, qui était utilisé dans le logiciel Alceste payant, et puis maintenant dans la version qui s'appelle Iramutech, qui est un logiciel libre développé par Pierre Ratineau. Donc en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on cherche à identifier, l'algorithme cherche à identifier des mots qui sont les plus souvent utilisés ensemble dans les mêmes phrases. Et donc ça donne des groupes de mots qui correspondent à un lexique qui s'utilise ensemble. Par exemple, les gens qui parlent de présence à distance, ben voilà, là on a deux lexiques qui sont différents entre Anka et Annie. Bon, voilà. Et puis ça donne aussi un corpus de phrases qui sont les phrases dans lesquelles on a utilisé ces mots-là. Donc on peut avoir des typologies de mots, des lexiques qui correspondent à des centres d'intérêt. Vous voyez la classe A qui est la classe scolaire, par exemple. Et puis après, c'est le petit dessin qui est volontairement illisible en bas. On peut regarder quels sont les auteurs, quelles sont les écoles, quels sont les pays, quelles sont les années où on parle plus avec un certain lexique ou un autre. Alors, donc la première étude, je l'ai faite, donc pour répondre maintenant à la question de Bernard, la première étude en 2017, c'était, j'ai pris volontairement 3 corpus. Je cherchais à voir si des gens travaillent sur le e-learning informel et qu'est-ce qu'ils en font. Donc effectivement, j'avais pris un numéro d'éducation permanente qui était le numéro qui s'appelle la formation à l'épreuve du numérique. Je me suis dit, est-ce qu'éducation permanente, revue scientifique et professionnelle, c'est un numéro spécial sorti avec l'AFPA, dans la série des numéros avec l'AFPA. Donc quand on parle du numérique, est-ce qu'on parle de ce e-learning informel? Est-ce que ça intéresse la pédagogie, les sciences de l'éducation? J'avais pris aussi l'ouvrage dirigé par Marc Nagels et Philippe Carré sur apprendre aujourd'hui par soi-même l'étude qui avait été menée avec la BPI sur l'autodidaxie d'aujourd'hui. Et puis j'avais pris un 3e corpus, volontairement une revue très technique, donc c'est la revue STICEF, Sciences et techniques de l'information et de la communication en éducation et formation, qui, elle, développe vraiment des contenus. Donc là, il y a 136, à cette date-là, il y avait 136 articles parus sur la technologie de la formation. Et donc, cette étude-là, elle est très intéressante. Ce que ça démontre, alors vous me croirez, je peux juste vous montrer la tête que ça a, je ne vais pas vous le commenter ici. En fait, ce qu'on constate, c'est que finalement, tous ces documents parlent un peu d'auto-formation, mais même quand on parle d'auto-formation, on parle des projets volontaires d'autodidaxie. On ne parle pas, dans cette littérature-là, des apprentissages informels faits au travers d'une action involontairement formative. Alors maintenant, avec la FEST, on verrait peut-être un peu plus ça, encore que, quand on regarde les textes sur la FEST, on voit que ça parle finalement beaucoup de l'utilisation de l'expérience dans la formation, plus que de l'apprentissage par l'expérience elle-même. Donc ça, c'était ma première étude. Finalement, un constat que, en tout cas, les sciences de l'éducation et la formation, finalement, ne s'intéressent pas tant que ça, et même presque pas du tout, à ces apprentissages au long et au large de la vie quotidienne quand le but n'est pas d'apprendre, et que finalement, c'est un peu les anthropologues et un peu les infocoms qui travaillent sur ce genre de sujet, mais ils ne travaillent pas sous l'angle des savoirs. C'est-à-dire, je pense à un ouvrage comme L'ordinaire d'Internet d'Olivier Darigal, par exemple. Ça raconte le vécu d'Internet, mais ça ne parle pas des savoirs qu'on en tire, quoi. Donc ça, c'est la première étude, un constat un peu d'une défaillance. Et alors après, il s'est trouvé que Éducation permanente a sorti le numéro 219, qui s'appelle « Le numérique, une illusion pédagogique », et il y avait un appel à contribution pour ce numéro. Donc avec des collègues, on a proposé de chercher toutes les thèses soutenues dans les 10 dernières années, francophones, qui ressembleraient à l'appel à communication du numéro. Donc là, on a utilisé une méthode de distance lexicale, enfin bon, je ne rentre pas dans les détails, et on a fait un corpus, trouvé les 50 thèses qui ressemblaient le plus à l'appel à article. On a pris l'étude qu'on avait déjà faite dans l'étude précédente, on a rajouté un corpus qu'on avait constitué pour le colloque e-formation à Lille, où on prenait toutes les expositions qui étaient faites au salon Learning Technology de Londres, et puis toutes les communications du colloque e-formation de Lille aussi. Et puis on a rajouté en plus, c'est le moment où Brigitte Albero et de nombreux autres collègues
ont sorti un ouvrage en hommage à Monique Linhart. Donc on a rajouté l'intégralité de tout ce qu'il y avait dans l'ouvrage qui s'appelle Des humains et des machines. Et donc c'est pareil, là on avait un très très gros corpus constitué donc de tous ces éléments-là, et à nouveau on voit la même chose. C'est-à-dire qu'on voit que finalement, les recherches, elles restent focalisées, c'est ce que j'ai mis en rouge en bas, elles restent focalisées finalement en sciences de l'éduc sur l'étude du e-teaching. Et effectivement, on voit aussi, je vais y revenir, on voit aussi des articles plus généraux, des publications plus générales qui parlent des mythes du numérique. Mais quand on regarde ce qui est vraiment des travaux de recherche, on est toujours, enfin presque toujours, sur cette perspective de regarder comment on enseigne et non pas comment informellement on peut apprendre grâce au numérique. Comme si finalement le numérique ne pouvait être considéré que comme un outil au service du métier d'enseignement et non pas un lieu d'apprentissage informel en soi-même. Alors, la troisième étude, elle est un peu complémentaire encore. Donc, l'année dernière, à l'occasion dans le contexte de la pandémie de la Covid, Éducation Permanente, toujours Éducation Permanente, a décidé de faire un numéro que vous avez sans doute vu, qui s'appelle Questions en revue. Et dans ce numéro, il se proposait de faire une espèce de synthèse de grands thèmes qui sont essentiels aujourd'hui pour la formation des adultes, dont le numérique. Et il se trouve que Guy Jobert et Daniel Wilks m'ont sollicité pour faire le chapeau du dossier qui portait sur le numérique dans ce numéro-là. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le principe de ce numéro, c'est d'être des rééditions d'articles, sauf les chapeaux de présentation sur les thèmes. Et voilà les 4 articles qui étaient choisis pour le numérique, donc des articles parus dans la revue. Et en fait, quand on regarde ces articles, on constate que finalement, eux, ils sont très orientés, un peu comme l'était le titre du numéro 219, sur le numérique, une illusion, le numérique, un mythe, le mythe de la fracture numérique, tous ces éléments-là. Et donc, je me suis demandé, finalement, si cette façon de voir la production de la recherche sur le numérique comme étant centrée sur les mythes, sur les problèmes, sur les illusions, ça représentait réellement ce qui avait été publié. Et donc j'ai fait une étude systématique. Là, vraiment d'abord orientée sur Éducation Permanente. Tout ce qu'Éducation Permanente a publié depuis le premier numéro, qui a trait au numérique. Donc il y a eu un numéro 70 en 1984 sur le AO, et puis ensuite il y a eu le numéro 169 qui portait sur le numérique, le hors-série numéro 5 dont j'ai parlé tout à l'heure qui portait sur le numérique, le 219 aussi, et puis épars, en varia en quelque sorte, dans plein de numéros, on trouvait aussi d'autres articles, et j'ai fait des requêtes, une requête sur les titres qui contenaient le mot numérique, une requête sur les titres qui contenaient le mot e-learning, une requête sur les titres qui contenaient le mot digital, et une requête sur les titres qui contenaient TIS. Et donc ça nous donne un ensemble de 87 plus 4, 91 publications dans l'éducation permanente qui ont un rapport avec le numérique. Et donc j'ai regardé ce que ça donnait. Et donc là encore, on constate finalement qu'il y a effectivement les 4 grands articles et d'autres qui portent sur la question des mythes, en gros des fractures numériques, de discours, sur l'innovation, etc. C'est la classe 5 que vous voyez ailleurs, complètement à droite. Et puis ensuite, vous avez des thématiques qui sont assez spécialisées. Dans l'ouvrage consacré à Monique Linhart, on voit qu'on est vraiment sur le sujet humain, l'action, l'analyse de l'activité, le relationnel, etc. On voit que dans la revue STICEF, on est vraiment sur les technologies, les environnements informatiques pour l'activité humaine, l'évaluation, la trace, les profils des utilisateurs, donc très très techno. On voit qu'au colloque e-formation, on est dans l'étude de la distance, l'analyse de la formation à distance, les étudiants, les dispositifs en ligne, etc. Et puis on voit qu'au salon Learning Technology de Londres, on est focalisé sur la formation numérique dans l'entreprise. Donc on voit organisation, créer, entreprise, ressources, commerciales, etc. Donc on voit qu'il y a une thématisation, il y a un certain nombre de champs comme ça. Mais si on va plus loin,
En fait, on trouve ce que Bernard Blandin avait dit. Il a signalé qu'il avait fait une étude en 2012 parue dans la revue Savoir. Et effectivement, j'ai repris cette étude. Et en fait, Bernard disait, je te cite, donc Bernard disait, en fait, après avoir étudié 394 textes, tu disais le matériau qui serait vraiment du matériau centré sur les effets des technologies, etc., il est très difficile à trouver, il est disséminé dans un nombre incalculable de publications dont la plupart ne présentent pas ou très peu de recherche empirique. Et moi, le constat que je fais en 2020, c'est quasiment le même. Alors, j'ai essayé de le présenter. Voilà ce qu'on peut dire, c'est dans le numéro 226. Hein, mais avant de nous donner les résultats, est-ce qu'on peut généraliser? On peut dire que c'est représentatif des travaux francophones, disons, ou pas, tes études? Alors, en fait, les corpus que j'ai pris, si on revient au corpus, voilà, ce corpus-là, où on prend les thèses qui ressemblent plus à un appel à un article. Si on reprend les documents de e-formation du colloque de Lille, la revue STICEF, si on reprend Learning Technology, c'est presque bon, mais je pense quand même que j'ai un trou et je pense qu'il faut que je rajoute par exemple la revue Distance et médiation des savoirs. Parce que c'est une revue qui est quand même sans doute finalement à cheval entre le domaine techno, comme STICEF, et puis le côté plus réflexion sur les métiers de la formation. Donc je pense qu'en fait, mon étude, à vrai dire, j'avais rêvé refaire ce week-end l'analyse avec Distance et médiation des savoirs, mais je n'ai pas trouvé d'aspirateur pour aspirer les résumés, donc je n'ai pas refait l'analyse à temps. Mais je vais la faire. Je pense qu'on verra apparaître peut-être un peu plus d'articles scientifiques. Mais en tout cas, avec ceux que j'ai étudiés, j'ai quand même regardé à la main ce qu'on trouvait dans Distance et médiation des savoirs. Voilà en gros ce qu'on peut dire. Finalement, on voit des articles comme ceux qui sont parus dans ce numéro-là. Ce sont les articles rouges. C'est des articles comme celui de Plantard sur la fracture numérique, ou sur l'idée de finalement il faut débunker, comme on dit maintenant, les mythes sur le numérique. Ça, on en a pas mal, on en voit beaucoup qui existent, et il y a beaucoup d'articles, mythes et réalités, des revues qui publient des choses comme ça. C'est pas vraiment des articles de recherche, c'est plutôt des articles, c'est des articles de recherche plutôt sur l'analyse des discours sur le numérique. Ils sont l'occasion un peu de travaux quand même pour opposer quelque chose à la simple mythologie en quelque sorte, mais ils sont plutôt centrés sur l'analyse des discours un peu illusoires, quoi. Et on le retrouve très bien dans ce titre-là. Le numérique, une illusion pédagogique, comme si c'était ça qu'il fallait poser en priorité. Et de l'autre côté du champ, on a la flèche verte, et là on a beaucoup de choses, et on en a de plus en plus, et c'est tant mieux. On a beaucoup de publications qui sont des retours d'expérience. Quand je dis retour d'expérience, ce n'est pas du tout péjoratif, hein. Ce sont des articles professionnels. Certains d'entre eux sont l'occasion de développer des modèles théoriques ou d'appliquer des modèles théoriques comme ceux que tu as cités, par exemple. Beaucoup prennent des données qui viennent d'un terrain précis pour valider ou invalider des modèles. Mais ils ne sont pas présentés réellement comme des choses qui peuvent être transposées. Le lecteur doit faire l'effort de transposer finalement cette analyse, ce retour d'expérience dans un autre contexte. Et donc, ce qui nous intéresserait le plus, nous, je vais en profiter pour faire un appel public, c'est le nuage bleu qui est au milieu. C'est-à-dire, je l'ai zoomé un peu plus ici, voilà, ce qui serait intéressant, c'est qu'on ait entre les deux des modélisations partageables. Alors j'en profite pour faire un coup de publicité, non pas pour le prochain ouvrage d'Annie, mais pour le précédent. C'est-à-dire qu'Annie a dirigé le traité de la e-formation, qui est paru chez Deboc. Là, voilà, à l'intérieur, vous avez vraiment, c'est pas parce que je suis un des nombreux co-auteurs, mais à l'intérieur, vous avez réellement des travaux qui sont des analyses de modélisation qui sont partageables, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement du retour d'expérience. Ensuite, le point le plus aveugle, c'est vraiment les méta-revues.
Donc j'ai cité celle de Bernard, hein, 2012. Depuis, vous avez des auteurs comme Amadieu et Tricot, André Tricot, qui ont publié des méta-revues comme ça, mais plutôt sur l'enseignement initial. Donc apprendre avec le numérique, mythe et réalité, par exemple, chez Retz, je crois. C'est un ouvrage qui est très intéressant. Les auteurs font vraiment le boulot d'aller chercher les evidence-based results, les résultats d'expérience, mais c'est orienté vraiment vers le travail en classe. Et alors, ce qu'on commence à voir quand même apparaître, c'est la bulle verte et bleue d'en bas, là. On commence à voir apparaître des manuels d'ingénierie. Alors, c'est pas nouveau qu'il y ait des manuels d'ingénierie. Un certain nombre d'entre eux ne sont que des recettes. C'est pas non plus péjoratif, on a besoin de livres de recettes. Moi, j'aime bien faire la cuisine. Donc, il y a un certain nombre de manuels d'ingénierie qui étaient plutôt des recettes, mais on commence à voir apparaître des manuels d'ingénierie qui sont fondés sur un retour d'expérience. Bon, il se trouve que c'est plutôt les Québécois qui nous devancent, comme d'habitude, sur ce genre de sujet. Je pense à Lafleur et Grenon, par exemple, qui viennent de sortir donc l'ouvrage que j'ai cité, Pratique et innovation à l'ère du numérique en formation à distance, avec un deuxième tome, les retours des recherches effectuées, quoi. Mais effectivement, le phénomène aujourd'hui qu'on voit, pour terminer à peu près dans les temps, le phénomène aujourd'hui qu'on voit, c'est ça, c'est beaucoup d'articles du côté de la flèche verte, mais qui sont tous séparés, pas mal d'articles du côté de la flèche rouge, qui finalement sont plutôt de l'analyse de discours, et vraiment un domaine très embryonnaire des nuages qui sont au milieu. Alors pourquoi? Pour moi, c'est assez simple, d'ailleurs ça a été évoqué tout à l'heure, hein. C'est que c'est possible, quand on est un scientifique rigoureux, évidemment c'est possible de faire un retour d'expérience et c'est possible de tirer des conclusions à partir d'un échantillon dans un contexte d'entreprise ou dans un contexte formatif particulier. En revanche, c'est très très difficile d'en tirer des généralisations parce que les phénomènes qu'on étudie sont extrêmement multifactoriels. Et donc, les situations qu'on étudie ont énormément de spécificités. Et d'ailleurs, Annie l'a dit sur la mobilisation, par exemple, de la Fordance ou d'autres choses comme ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on croit identifier une validation de la relation de deux variables que ça va être valable dans un autre contexte. Il y a tellement d'autres facteurs et tellement de spécificités qui jouent qu'on ne peut pas prétendre transposer. Ça c'est vraiment une chose. Et du coup, c'est pour ça qu'on voit plus des travaux qui sont sur la modélisation, parce que ça, on ne prétend pas transposer. On prétend transposer les modèles d'analyse, mais on ne prétend pas transposer les résultats, quoi. Et donc, ça paraît logique qu'on trouve plus des modélisations partageables que des méta-revues vraiment aujourd'hui, parce qu'il faudrait arriver à trouver un moyen de faire disparaître les effets multifactoriels qui sont derrière. Et puis, pourquoi est-ce qu'on voit beaucoup d'articles rouges là qui sont sur les mythes? C'est effectivement aussi que c'est logique. On a quand même l'impression qu'il sort beaucoup de discours sur le numérique qui vont promettre monts et merveilles, et donc c'est important d'aller faire l'analyse de ces discours pour montrer qu'ils ne sont pas aussi réalistes qu'on pourrait le croire. Donc c'est ces deux explosions là orange qui pour moi expliquent que finalement le paysage est pour l'instant pas tellement développé. Cela dit, honnêtement, je pense que le paysage est réellement en train de changer et on peut penser que la période de la Covid va faire ça, parce qu'on pense que là, quand même, l'arrivée de données, de métadonnées, enfin de données sur des possibles à prendre dans des méta-revues va nous permettre de faire vraiment un peu plus de choses comparables. Et je pense que des organisations comme le FOD, évidemment, peuvent être tout à fait au centre de ça, parce qu'on a besoin aussi de terrain réel et pas seulement de terrain de recherche abstrait. Ou universitaire. Ou universitaire. Voilà en gros. Merci Olivier. Donc, un petit... Bien, donc nous avons eu en gros 3 exposés. L'un
plutôt sur ce qui se passe en entreprise, au niveau de la formation, l'autre un peu plus théorique sur la notion de présence à distance et ses caractéristiques, et puis enfin un petit panorama qui n'est pas exhaustif, mais qui donne un peu une idée de ce que la recherche aujourd'hui produit sur la relation entre la formation d'adultes et le numérique. Voilà, j'espère que ça vous a évoqué un certain nombre de choses, que vous avez des tas de questions à poser. Voilà, donc maintenant nous avons une demi-heure à peu près pour les questions. Olivier? Oui, tu peux faire ça. Alors, non, c'est l'autre Olivier. Olivier Kirch. Il marche aussi celui-là. Bien, bonjour à tous. Olivier Kirch du GIFOD. Une petite question pour Madame Boboc. Donc j'étais intéressé par l'importance ou l'allusion à la phase réflexive ou à la réflexivité dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que ça veut dire, si on pousse un peu plus loin, que l'AFEST peut être une situation de formation intéressante dans ce cadre-là? Puis j'aurais voulu aussi avoir votre avis sur les pratiques de mentorat inversé. Vous parliez tout à l'heure des jeunes ou des moins jeunes qui n'étaient pas tous geeks, mais est-ce que vous avez pu observer ces pratiques de reverse mentoring dans vos analyses à vous? Non, je n'ai pas vraiment travaillé sur le reverse mentoring sur la FEST, mais oui, bien sûr que c'est quelque chose qui peut alimenter cette dimension réflexive. Ce qui compte finalement, c'est arriver à équilibrer présence à distance, à ne pas tout reporter sur l'apprentissage avec le numérique. Dès qu'on arrive en situation de travail, dès que l'on peut échanger avec des pairs, des collègues, dès que l'on peut construire à partir de ce qu'on a appris à distance, mais du coup, je pense que oui, on s'oriente vers une certaine efficacité de ce que l'on a appris en ligne. Le risque, c'est aussi de suivre des choses en ligne, de ne rien en faire derrière. Donc, justement, la FEST, c'est la situation qui permet aussi d'aller plus loin. Voilà, d'essayer de transposer, sans doute de se heurter à des obstacles, de le discuter, de voir comment on les dépasse, comment on fait que voilà, ça change finalement ou pas, qui porte. Ce sont des choses qui demandent quand même du temps derrière, des moyens, du temps, de l'organisation. C'est pas le tout, voilà, la formation en ligne. Donc oui, pour la FEST. Donc que ça soit reverse mentoring à deux ou que ça soit vraiment en situation de travail plus globalement, oui, bien sûr. D'autres questions? Oui. Vous avez beaucoup parlé dans votre revue de ce qui est publié en France. On a les travaux, notamment au Canada, qui sont quand même aussi également intéressants. Est-ce que vous avez des études ou des avancées dans ces domaines-là qui seraient intéressants également pour la France? Oui. Alors, en ce moment, je suis en train d'essayer de m'attaquer au problème des thèses américaines. C'est pas tellement sur le numérique spécialement, mais il se trouve que j'anime une rubrique dans la revue Savoir sur la vie de la recherche en formation des adultes. Et un des éléments qui est frappant, c'est qu'on voit pas tellement le numérique dans cette vie de la recherche. Et donc là, on essaye enfin de s'attaquer aux thèses américaines et c'est un vrai problème. En fait, ce genre d'études, le plus difficile, c'est les bases de données de référence qu'on utilise, quoi. C'est pas tellement le traitement des données pour voir ce dont ça parle.
c'est de récupérer les données. Et je suis en train de découvrir la situation complètement invraisemblable des PhD, des PhD et des EDD, Doctorate of Education aux États-Unis ou dans le monde nord-américain et anglophone. En fait, on se rend compte on trouve beaucoup de tests d'exercice, comme on pourrait dire, qui noient les thèses, les vraies thèses de recherche en réalité, même à Bac+8, même dans les PhD. Et donc, il y a une question vraiment d'arriver à nettoyer un peu les corpus pour arriver à avoir des choses. Pour l'instant, l'étude là qu'on a faite on travaille sur les 10 dernières années, l'ensemble des PhD et EDD qui ont été passés aux États-Unis avec la base ProQuest, il y a une base accessible, c'est pas la base ERIC qui est la plus utile, c'est une base privée qui s'appelle ProQuest. Et on voit, et clairement dans les thèses qui portent sur la formation des adultes aux États-Unis, on voit pas beaucoup non plus le numérique. Mais j'en suis là pour l'instant. Mais après, en fait, c'est toujours pareil. Les questions émergentes, elles sont pas visibles dans les grandes bases de données. Il faut aller chercher la thèse d'un tel, le truc comme ça. Effectivement, il y a beaucoup de choses sur le self-directed learning. Il y a énormément de choses, mais sur le numérique, on voit pas, bien sûr. J'ai fait une petite expérience aussi, alors utilisant une méthode un petit peu différente sur la base ERIC. Donc la base ERIC, c'est la base internationale anglophone de dépôt d'articles issus de la recherche. Et sur la formation des adultes, on était à un pourcentage ridicule. Et sur la e-formation des adultes, de mémoire, on était à 0,01%. 0,01% des publications anglophones porte sur la e-formation des adultes. Alors, j'ai pas pris e-formation, bien sûr, parce que ça, c'est plutôt un terme consacré en France, mais avec toutes les déclinaisons. Ça m'a un peu stupéfait. Bon, j'ai pas été faire une analyse lexicale plus poussée, mais ça donne une idée aussi de la faible mobilisation des chercheurs dans le domaine de la recherche en e-formation des adultes. Déjà en formation des adultes, et alors, en plus, en e-formation des adultes, c'est encore moins. Après, il y a ce que j'ai mentionné. Hein, là, les Québécois sont en train de sortir des manuels d'ingénierie. Donc, je recite Lafleur et Grenon. Hein. Il y a des manuels d'ingénierie qui commencent à sortir vraiment, qui sont evidence-based. Donc, je pense que ça bouge et que ça bouge beaucoup aussi dans le monde nord-américain, mais c'est difficile à voir, quoi. Bonjour, Claude Bonbart. Je crois qu'il y a 10-15 ans, Pierre Dillenbourg ouvrait des colloques sur la formation à distance en disant que c'était mort parce que ce qui avait changé, c'était pas la techno, c'était les gens. Avec la pandémie, que ce soit en formation initiale, académique ou professionnelle, on a eu une accélération quantitative incroyable de la formation à distance, mais le plus souvent dans des formes téléprésentielles qui étaient opérées par des pros qui n'étaient pas formés, qui n'avaient pas les outils, par rapport au corpus universitaire qui fusionnerait le vert et le rouge que vous avez indiqué, qui aujourd'hui n'existe pas pour faire autorité. Comment est-ce que vous voyez cet impact quantitatif d'une formation à distance dégradée sur le renforcement des mythes que le digital, ça ne marche pas? Enfin, il y a deux questions. Il y a ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire je pense que, j'espère que la période qu'on vient de vivre va amener des tas de publications. On le voit, enfin, moi je le vois dans d'autres domaines où je travaille sur les savoirs expérientiels, etc. Ça y est, il commence à sortir beaucoup de choses qui sont depuis le début du confinement. Sur les études qu'on fait là, sur des revues, on a un délai en gros de 2 ans où, pour arriver à voir des phénomènes, on les voit 2 ans après. Dans les thèses, on les voit 5 ans après. Donc pour l'instant, on ne voit pas encore le phénomène arriver. Je pense que, encore une fois, la vraie question pour moi, pour faire un saut vraiment important dans l'analyse des publications, il faut arriver à avoir des publications comparables entre elles, quoi. Paradoxalement, ce que vous dites, les situations dégradées feront peut-être qu'on aura des trucs qui se ressembleront, parce que si c'est vraiment dégradé, c'est moins multifactoriel, quoi.
mais c'est un mal pour un bien. Enfin, c'est un bien pour un mal, plutôt. Bonjour, ma question s'adresse à Madame Gézégou. Sur votre PowerPoint, sur le slide numéro 6, vous avez montré un petit... enfin, vous avez découpé la présence socio-affective, socio-pédagogique. Et il y avait encore un point que je n'ai pas eu le temps de lire. Et surtout, est-ce que vous pourriez l'expliciter en quelques mots, s'il vous plaît, parce que j'ai trouvé cette approche très intéressante. Mais voilà, ça est passé un peu rapidement. Merci beaucoup. Dans sa dimension collective. Il y a peu de travaux à l'échelle internationale sur la présence qu'on pourrait qualifier d'interpersonnelle, d'où le leitmotiv, faire, être ensemble. Bon. Donc ça, c'est la présence sociale. Et le modèle là qui est présenté part d'une situation. On a un groupe d'apprenants. Alors un groupe, ce qu'on appelle un groupe restreint en psychologie sociale, c'est-à-dire de 3 à 20 personnes. Et ils ont à réaliser d'activités collectives via l'usage notamment d'artefacts ou d'outils de communication, si vous voulez. Puis on a bien sûr un formateur, une formatrice, qui lui aussi est éloigné géographiquement, bien sûr, en une situation d'éclatement spatio-temporel. Et la présence sociale, ça s'appelle la présence globale, elle se décline en 3 dimensions. La première dimension, c'est une présence qu'on peut qualifier de socio-affective. Alors, il y a une définition très précise. En fait, c'est là que se joue le apprendre ensemble, créer de la présence pour apprendre ensemble, puisque pour ceux qui connaissent un peu, c'est basé sur les théories du conflit socio-cognitif. Et bon, voilà. Donc, on est dans apprendre ensemble, et en quoi le fait d'apprendre, enfin, d'être ensemble, de réaliser ensemble une activité collective, en interagissant d'une certaine manière, génère une présence socio-cognitive. La présence socio-affective, c'est tout ce qui est de l'ordre du climat de travail en groupe. Hein. Un climat bienveillant, tant soit peu, un climat de cohésion, un climat de respect des uns des autres, de symétrie de la relation, c'est-à-dire quelle que soit leur origine, quelle que soit leur culture, eh bien, chacun a sa place. Et ces types d'interactions-là, elles peuvent être caractérisées. Ça, c'est le travail sur lequel nous travaillons en ce moment, c'est d'identifier, de décliner chacune des 3 formes de présence. Elles ont déjà été déclinées en sous-dimensions et c'est maintenant de pouvoir les mettre à l'épreuve d'études empiriques pour voir si ça tient. Hein, c'est comme ça qu'on travaille. Quand on fait une démarche, je dirais, de modélisation théorique, une mise à l'épreuve empirique, on voit si le modèle tient. C'est-à-dire s'il tient, s'il est stable, quitte à l'améliorer ou à le corriger un peu. Et puis la présence pédagogique, c'est la présence du formateur, qui a un rôle, ou de la formatrice, bien sûr, qui a un rôle prépondérant, qui se manifeste aussi par certaines formes d'interaction sociale. Il ne suffit pas d'interagir pour qu'il y ait une présence. C'est certaines formes d'interaction sociale. Et ça, les 3 modèles théoriques dominants actuellement le démontrent. Il ne suffit pas d'interagir pour créer une présence. C'est certaines formes d'interaction sociale. Et les 3 formes de présence ici résultent de certaines formes d'interaction sociale. Ensemble, elles génèrent ce qu'on appelle une communauté d'apprentissage en ligne et pas une communauté virtuelle. Non, cette communauté, elle est bien réelle. Hein, je reviens là-dessus. Et puis après, il y a des flèches en retour que l'on ne voit pas là. La communauté agit sur le formateur. Voilà, c'est une approche systémique. C'est une modélisation systémique. Là, l'objectif en termes de recherche, c'est vraiment de prendre ce modèle qui a vraiment, bon, on peut dire maintenant, un étayage conceptuel suffisamment solide, hein, puisqu'on a... Voilà, on y a beaucoup travaillé et puis maintenant, ça a commencé depuis, on va dire 2 ans, 2-3 ans, de le secouer, de le mettre à l'épreuve d'études empiriques. Je voudrais insister sur quelque chose qu'on n'a pas dit et
que je trouve que les praticiens devraient peut-être essayer de comprendre. Je vous interpelle particulièrement, mais la recherche, c'est un processus long. C'est vraiment un processus long. Ce que tu disais tout à l'heure, est-ce qu'il existe des études qui montrent qu'il finalement il y aurait ou pas, sur cette hypothèse, une dégradation pédagogique? Enfin, c'est une hypothèse, là, qu'on pose, c'est pas une croyance, ça, c'est une hypothèse. Ben, on le saura quand les thèses auront été publiées, quand les acteurs s'y seront mis. Et il faudrait que la société, enfin la société civile, on va dire, accepte le fait que la recherche, c'est un processus long, avec pas forcément, je ne vais pas faire pleurer dans les chaumières, mais beaucoup de moyens dans la recherche publique. Voilà, donc c'est en cours. La prochaine étape, là, c'est de construire une grille d'évaluation de la présence à distance. C'est le travail sur lequel on travaille, on est en train de la monter, d'en faire une application qui va s'appeler GEP. Ça fait un moment que j'en parle, il y a beaucoup qui l'attendent, mais elle va arriver. Grille d'évaluation de la présence. Ok, il nous reste encore un petit quart d'heure. Bonjour, je suis Karine Sautreau, je suis étudiante donc à l'Université Paris-Nanterre, en master IPFA. J'ai une question pour rebondir justement sur ce que vous disiez sur les formes d'interaction sociale. Vous disiez qu'il y en a certaines pour que ça puisse fonctionner. Est-ce que vous pouvez dire lesquelles, s'il vous plaît? Ou au moins quelques exemples. Merci. Ben, il va y avoir un excellent ouvrage qui va sortir bientôt. Non, je fais pas mon universitaire de base. Non. L'égocentrisme ne fonctionne pas tout le temps. Voilà. Ce serait un peu long. Je sais pas si ça peut intéresser tout le monde, mais sinon je peux. Par exemple, la présence pédagogique. Présence pédagogique à distance, elle résulte de certaines formes d'interaction. Desquelles? Des interactions avec le groupe d'apprenants qui vont favoriser le faire, le être. Ensemble pour apprendre par, à force de le dire, je sais plus, par et grâce aux autres. Voilà. Et donc là, tout le sous-basement théorique de cette présence-là, elle vient de la psychologie sociale, de la dynamique de groupe, parce que en recherche, on ne fait que cumuler, et de s'appuyer sur des travaux qui sont, alors comment dire, scientifiquement valides, viables, pour pouvoir rebondir. On part pas sur rien. Donc ces interactions-là, c'est des interactions de coordination, de modération et d'animation du groupe. Voilà. Et donc elles sont caractérisées comme ça. Après, c'est 3 sous-dimensions de la présence pédagogique. Donc des interactions sociales de coordination, de modération et d'animation. Et maintenant, il faut les décliner en indicateurs pour pouvoir aller sur le terrain avec une grille pour tester les indicateurs et qui permettent de dire oui, là, cet indicateur tient ou ne tient pas, par des études statistiques notamment, et d'un point de vue qualitatif, comment elle se manifeste. Voilà. Pour la présence socio-affective, eh bien, on est dans la dynamique de groupe. C'est des interactions sociales de cohésion, d'aménité, c'est-à-dire de respect de l'autre dans sa différence, et de symétrie de la relation, c'est-à-dire d'égalité, quel que soit l'âge, l'origine, la culture, voilà. Et puis les interactions qui permettent de générer une présence socio-affective, eh bien, c'est ce que nous appelons des transactions. Alors, pas des transactions financières, parce que non, des transactions communicationnelles. C'est des transactions de confrontation de points de vue, où on discute, chacun exprime son point de vue. Voilà, on est vraiment dans le cœur du socio-constructivisme et du conflit socio-cognitif. Voilà. Je peux pas dire plus parce que ça devient trop pointu et puis je voudrais pas ennuyer tout le monde. Mais merci pour votre question. C'est Loïc Tournevet de l'AFPA. D'abord, merci pour vos interventions, parce qu'elles sont très complémentaires, je trouve. Donc, vous parlez de la présence aussi, donc des interactions entre individus, l'apprentissage par les fairs.
avec ce qu'on a vécu tous l'année dernière, en fait, on a eu plein de situations très diverses, en fait, avec certains enseignants ou formateurs qui se sont retrouvés à faire à distance, qu'ils arrivaient à faire très bien en présence, qui se sont débrouillés avec les moyens du bord. Il y en a d'autres qui ont excellé, puis il y en a d'autres, c'était juste comme si on regardait la télé, quoi. Donc d'où le décrochage. Maintenant qu'en fait tout le monde est revenu dans les salles de cours, dans les classes, en fait, ou dans les amphis, en fait. Comment vous voyez l'évolution de ces modèles, compte tenu de cet aller-retour qu'il y a eu, et surtout comment vous voyez l'accompagnement de l'individu et du groupe évoluer? Enfin, l'accompagnement d'un individu, soit par ses pairs au sein d'une classe en présence ou à distance, et puis aussi la position, la place de celui qui est là pour transmettre, en fait, à ce groupe, en fait. Comment vous voyez les théories d'accompagnement évoluer, en fait? Est-ce que vous voyez des changements ou pas? Essayer de répondre, même si j'ai pas vraiment de vision sur ce qui se passe aujourd'hui, mais finalement, on s'est heurté peut-être plus frontalement aux limites aussi du tout numérique. Et c'est peut-être ça nous permet aussi de réaliser les limites de ces interactions-là, parce qu'on parlait des interactions qui marchent, des interactions qui ne marchent pas. Par exemple, si je reprends concrètement le cas du Cook, là, dont je vous parlais tout à l'heure, il y avait certes des sessions d'apport d'informations et il y avait un forum qui était mis en place, il y avait des réunions téléphoniques en fin de semaine, voilà, pour compléter et pour interagir. Sauf que ce qui se passe, par exemple, dans les réunions en fin de semaine, ceux qui prenaient la parole étaient ceux qui savaient, voilà, ceux qui étaient sûrs d'eux, qui avaient l'habitude de parler en public, et pas du tout ceux qui n'avaient pas compris. Chose qui peut-être en présentiel est rattrapée, parce que je commence à faire confiance à mon tuteur, je commence à faire confiance à mon collègue, je lui demande, j'essaie de me débrouiller. Alors que là, finalement, ceux qui ont parlé et qui ont interagi sont ceux qui savaient, de toute manière. Sur le forum en ligne, pareil, des interactions qui restent assez tronquées. Et pour le formateur aussi, c'est compliqué. De surcroît qu'on leur demande de ne plus être des formateurs sachants, mais des formateurs animateurs. Voilà, donc ne plus vraiment apporter les solutions, envoyer les apprenants pour aller chercher des informations. Donc voilà, et à nouveau, des gens qui s'expriment sont ceux qui ont des idées, ont des réponses, voilà, et pas forcément ceux qui sont dans le pétrin. Donc peut-être que le confinement nous a permis de voir plus clairement les limites aussi de ces interactions-là avec le numérique, et du coup de revenir à des formes de formation hybride où le présentiel joue vraiment sa place. Avoir déjà une réunion au début de la formation qui permet aux acteurs de se connaître, de se côtoyer, de s'apprivoiser, de voir, voilà, peut-être qu'avec un tel, oui, je vais pouvoir le solliciter si je n'arrive pas à avancer ou je sens que voilà, que je décroche. Donc c'est peut-être ça en termes d'accompagnement, et sans doute, je l'espère, comme je disais, revenir aussi sur les dimensions collectives de l'apprentissage, sur l'organisation de ces dimensions collectives de l'apprentissage. On parlait pareil des impacts des formations dégradées pendant le numérique, mais il faut voir aussi qu'en temps réel, en entreprise, il y a quand même pas mal de changements qui s'opèrent, et que leur accompagnement, pareil, demande du temps. Comme je disais, passer d'un animateur sachant à un animateur, formateur animateur, il n'y a pas forcément toujours l'accompagnement. On se retrouve, on parlait de l'individualisation croissante, y compris au niveau des formateurs. Par exemple, je reprends mon cas, voilà, au moins c'est un cas concret de construction de ce Cook. C'était un des premiers, c'était une première expérimentation. Les choses ont évolué aussi depuis. Mais la conception, par exemple, était séparée de la partie animation. C'était pas forcément les mêmes acteurs qui travaillaient, pour ne pas dire que chaque session était assurée par un animateur différents, qui essayaient certes de se passer le relais avec le suivant, sauf que les apprenants n'avançaient pas forcément au même rythme, donc celui de la semaine 2 se retrouvait avec des questions de la semaine 1 qui ne maîtrisaient pas forcément. Donc il y avait déjà une fragmentation dans la réalisation de leurs tâches, de leur manière de s'attaquer, qui n'était pas forcément vue à l'avance, pour ne pas dire que lorsqu'ils sont formateurs, ce qu'ils expliquent, je sais où je vais, je tire tout le monde. Alors que là, je vois un petit peu moins, parce que j'étais pas forcément dans la partie conception. En plus, j'étais pas forcément dans la semaine d'avant. Donc oui, il faut que je tire, mais je vois un petit peu moins comment. Donc voilà, tous ces aspects-là ont finalement besoin d'être accompagnés, et j'espère en tout cas que le confinement les a rendus plus visibles. Voilà, qu'elles sont remontées plus massivement. Moi, je comprends.
Très par. Je pense pas que la réponse soit de niveau pédagogique, ni technico-pédagogique. Je pense que l'hypothèse de réponse, parce qu'en fait, nous, en tant que chercheurs, on est qu'en train d'émettre des hypothèses sur un vécu à partir d'observations. On n'est pas en train d'analyser les données, on émet des hypothèses. Moi, j'ai une hypothèse qui est à dominante spatio-temporelle. C'est-à-dire que dans la période où finalement la e-formation a été imposée à tous, voire subie, il y a eu une porosité des conflits spatiaux, ce qu'on appelle des conflits spatio-temporels, que l'on voit exactement dans le télétravail, et qui fait que les personnes, je pense, ont pu être mises en tension à gérer des temps personnels de formation, à les gérer avec des temps professionnels. Imaginez les adultes en formation, nous on fait que ça à Lille, dans mon département, que des adultes en reprise d'études pour des Master 2. C'était très compliqué pour eux, très compliqué, cette situation imposée. Donc des conflits de temporalité, des conflits de spatialité aussi. Et puis, comme l'on dit, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir un bureau chez soi. Je veux dire que toutes les problématiques du spatio-temporel du télétravail s'appliquent à la e-formation, l'identique, pour moi. Et dans l'idée de cette reprise, de cette envie de retour en force du présentiel, pas de la présence, du présentiel, moi j'aurais l'hypothèse qui fait, une première hypothèse qui sait que de toute façon c'est inhérent à la nature humaine. Nous sommes avant tout des êtres sociaux. Et ça, c'est intéressant de le dire à l'heure actuelle, lorsque souvent les neurosciences ou la psychologie tentent à nous mettre comme des êtres désocialisés. Enfin, voilà. Non, nous sommes avant tout des êtres sociaux. Nous avons besoin des autres. C'est fondamental. Donc, le retour en présentiel, c'est le recours de la corporalité et puis de l'unité de temps et d'espace. Parce que le moment que nous partageons là, c'est notre moment. Bon, à part ceux qui sont sur plusieurs activités en même temps, bien sûr, mais c'est notre moment à nous. Et ça, c'est important parce que c'est aussi de la cohésion. De la cohésion, même si on n'interagit pas les uns les autres, il y a quand même une cohésion. On est tous là pour des motifs différents. Voilà. Donc, je pense que je pense que on pourrait lâcher un petit peu de temps en temps le pédagogique pour vraiment réfléchir sur le rapport au temps et à l'espace. Parce que finalement, c'est ça qui fait notre corporalité ou notre dématérialité. Et ensuite, le rôle de l'usage que nous faisons du numérique. Voilà. Bon, il nous reste 2 minutes. Alors, est-ce que l'on prend encore une autre question? Ou il y en a beaucoup? Bon, malheureusement, je pense qu'on ne va pas pouvoir toutes les prendre. Oui, bonjour. Donc, je suis Éric Marcel Leroy. Je suis formateur qui tente de devenir learning designer. Et donc, à ce titre, moi, je disposais auparavant d'un outil qui était très simple. Je faisais une formation, ensuite j'avais un outil qui s'appelait l'évaluation, qui me permettait effectivement de connaître les effets de ma formation. Je voudrais simplement savoir si aujourd'hui, les systèmes de formation à distance, LMS, LXP et autres, disposent eux aussi de systèmes d'évaluation. Et donc, est-ce que vous allez pouvoir disposer justement de données qui vont permettre de connaître, on va dire, les effets des formations qui sont proposées sans aucun formateur? Pouvoir vous répondre sur les outils, mais plutôt sur la question de l'évaluation. Qu'est-ce qu'on met dans ces questionnaires-là qui vont faire l'évaluation de la formation? Voilà. Et ça, c'est quand même essentiel. Premier point. Et deuxième point aussi, cette évaluation, qui sait qui l'a fait? Est-ce que c'est uniquement un apprenant qui va dire quelque chose à son formateur? Est-ce que c'est aussi un manager qui peut-être avec le temps, il va évaluer la mise en place des connaissances dispensées en formation? Voilà, donc c'est la question de l'évaluation d'une manière plus générale. Ensuite, je ne sais pas exactement ce qui est intégré dans les outils aujourd'hui. Mais que c'est une question complexe qu'on réduit souvent à des questionnaires à froid, à chaud, voilà, très, très basiques et qui a plein d'autres dimensions, de nuances qui passent un peu à côté et qui sont importantes pour le formateur, justement.
Système de modélisation des apprentissages. Il y a beaucoup de recherches sur la personnalisation des situations d'apprentissage à partir de modélisation de comportement des apprenants. Voilà. Donc, pour aller jusqu'au bout de la logique, effectivement, moi, je pense qu'il faut peut-être cesser de circonscrire tout à la formation. Parce que la question de délégation des activités humaines, dont celle d'apprendre aux algorithmes, elle aura des limites. Hein, elle aura des limites. Parce que l'acte d'apprendre, il est résolument humain et on ne pourra pas déléguer aux machines les apprentissages. Hein, on le voit par exemple pour la voiture, bientôt on n'aura plus de conducteur, on le voit déjà pour toutes les aides à la mobilité par des applications dont je ne citerai pas le nom. Voilà, donc il y a un chercheur que j'aime beaucoup qui est Bendarzag, voilà, qui dit qu'on n'irait pas forcément vers une réalité augmentée, mais on irait vers une réalité diminuée. Hein, mais alors qui est en diminution ? Voilà, c'est la question. Donc, moi, je ne crois pas au mythe, pour le coup, au mythe de la disparition du formateur. Non. Et puis... Oui. Bon, ok, bon, il Les centres de ressources multimédia, la formation individualisée, c'était exactement le même mythe. Voilà, on pensait que le formateur allait disparaître, ben non. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est intéressant dans la question de l'usage du numérique en formation, je dis bien l'usage du numérique en formation, c'est qu'on n'a jamais autant réfléchi à la pédagogie, du moins dans le champ de la formation des adultes, que depuis que le numérique a pris de l'ampleur. Donc ça montre bien qu'il y a des effets de balancier, mais surtout des effets d'équilibre. Oui, et puis, enfin, pour moi, la transformation, une des transformations à venir, c'est celle dont je parlais tout à l'heure, c'est-à-dire du e-learning informel. C'est-à-dire que là, on est arc-bouté finalement sur le modèle transmissif. Pour moi, une des transformations potentielles du système, c'est la possibilité de communautés d'apprentissage, de communautés de pratique, etc., dans lesquelles la question du formateur se pose plus du tout de la même façon, et donc la question de l'évaluation non plus, quoi. En fait, si on regarde vraiment ce qui est possible, effectivement, c'est des stratégies. Enfin, il y a de nouvelles stratégies possibles, bien loin du transmissif. La FEST est un exemple. Il y a énormément de choses à gagner, de choses possibles autour des communautés d'apprentissage en sortant complètement du modèle transmissif, quoi. Et là, l'évaluation se posera autrement, quoi. Et donc, il y a même des recherches qui datent de 2011-2013 qui ont réussi à identifier le fait que la majorité des compétences et des connaissances que nous construisons, je dirais les adultes et les jeunes adultes, se développent dans des contextes informels, en dehors des systèmes institués. En gros, notre expertise, notre professionnalisme, nous le développons par l'expérience davantage que par les systèmes institués de formation qui nous aident à être potentiellement capables de. Mais c'est l'expérience qui fait les choses. Et ça, moi, ça m'a vraiment étonnée. Ça m'a dit, bon, ben, pourquoi nous travaillons, quoi, finalement, puisque 80% des compétences que les adultes développent se fait dans des contextes qui ne sont pas dédiés à l'éducation ou à la formation. Donc, des contextes informels. Bon, je vous propose que l'on s'arrête là. De toute façon, ces échanges vont pouvoir se poursuivre après l'Assemblée générale du FOD. Et je voudrais remercier très chaleureusement nos intervenants